Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Qui marche sur la place rouge. Non, non. Là, c'est deux drones, au goût étrange venus d'ailleurs, qui survolent le Kremlin, carrément en plein cœur de Moscou. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une attaque sur le Kremlin? Une attaque de qui? De la part de qui? Ça a provoqué évidemment dans le monde entier, on a vu, et vous avez évidemment entendu parler et vu les images, les quelques images. Jacques Beau, bonjour. Bonjour. Bonjour Jacques Beau, on vous reçoit toujours avec plaisir. Vous êtes ex-membre des renseignements stratégiques suisses. Vous avez participé à des programmes pour l'OTAN en Ukraine en 2014-2017. Vous avez écrit Poutine, le maître du jeu et Opération Z aux éditions Max Milo. Et vous avez un nouveau livre, toujours aux éditions Max Milo, qui va paraître, Ukraine entre guerre et paix, le 29 mai prochain. On en reparlera plus longuement, bien sûr, Jacques Beau. Mais alors, pour le moment, c'est quoi cette histoire? Parce que il y a les trois versions, rapidement. Oui, ce sont les résistances anti-Poutine, parce qu'il fallait que les drones soient assez prêts pour qu'on puisse les lancer. Non, c'est la Russie qui a organisé ça pour justifier les futurs affrontements et attaques massives contre le régime de Zelensky et l'Ukraine. Et enfin, une attaque ukrainienne, mais ce qui signifierait quand même que, disons, si des drones ukrainiens peuvent arriver jusqu'au-dessus de Moscou et du Kremlin, ça paraît quand même, les défenses russes me paraissent très, très, très fragiles. Et d'ailleurs, l'Amérique a dit, mais on n'est pas au courant, c'est pas vrai. Zelensky lui-même a démenti. Alors, quid, cher Jacques Beau? Alors évidemment, comme toujours dans ce genre de situation, la personne n'a la vérité à 100%, et la vérité est probablement à mi-chemin entre les quelques hypothèses que vous avez évoquées. Je pense que pour comprendre ce qui s'est passé, il faut tout d'abord savoir que l'Ukraine a déjà tenté de lancer des drones contre Moscou. Une fois, il y a une dizaine de jours, d'ailleurs, c'était la dernière fois, ces drones ont été abattus. Le drone, il y a une dizaine de jours, était destiné à attaquer une entreprise ou un complexe industriel dans lequel Poutine devait se rendre. Et puis, il y a eu plusieurs attaques dans le courant de l'année passée, aussi avec des drones. Toutes ont été stoppées par la défense russe. C'était des drones un peu plus gros que ceux qu'on a vus l'autre jour, mais ils ont tous été arrêtés. Donc ça, c'est la première chose. Donc l'Ukraine mène des attaques contre le territoire russe et contre la population russe. Ça, on l'a déjà vu, avec des attaques contre des trains, avec des attaques contre même des... Mais sans grand effet, apparemment, jusqu'ici. Sans grand effet, mais j'y reviens. Je reviendrai à ça. D'accord. La deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est cette drôle de guerre qu'on a actuellement en Ukraine, où on est à cheval entre deux offensives, contre-offensives. On ne sait pas si c'est les Russes qui vont attaquer, les Ukrainiens qui vont attaquer, on ne sait pas s'ils vont attaquer, quand ils vont attaquer, etc., etc. Et ce que l'on voit, et c'est un élément important dans l'appréciation de ce qui s'est passé au Kremlin, c'est que dans les médias américains, pas dans les médias francophones, parce que malheureusement, ceux-là, je pense qu'il faut oublier leur faut les mettre en parenthèse, vous dites pour le moment, dites-moi. Mais du côté des Américains, on voit qu'il y a quand même de sérieux doutes sur les succès d'une offensive ukrainienne ou d'une contre-offensive, selon qu'on... La fameuse contre-offensive du printemps, c'est ça? Voilà, exactement. Qui sera probablement plutôt une de l'été, mais bref. Toujours est-il que les Américains ont des doutes très sérieux, et on voit même pas seulement les officiels comme les gens du Pentagone, et des gens du renseignement américain, mais aussi les médias britanniques aussi ont exprimé des doutes très clairs. Et alors, à partir de ces doutes, a émergé une sorte de théorie selon laquelle il fallait faire peur un petit peu au public russe, de sorte qu'il s'attendent à quelque chose d'énorme avec cette offensive, quels que soient les effets réels, mais qu'on essaye de faire peur un peu à l'avance. Et
il y a eu cette idée un peu folle qui est apparue, qu'on a vue dans plusieurs grands journaux américains, Oui. Il pourrait se dégager un mouvement de panique qui pourrait créer une crise politique en Russie. Vous voulez dire un peu anti-Poutine ou contestation de Poutine? Anti-gouvernement, anti-Poutine en tout cas. Oui. Et je pense que c'est à la lueur de ce genre de réflexion qu'il faut regarder cet événement. Les drones qui ont été utilisés au-dessus du Kremlin étaient apparemment des drones de très petite taille, c'est-à-dire des drones avec une autonomie relativement modeste, de quelques kilomètres, ce qui veut dire que ceux qui ont lancé ces drones ou piloté ces drones devaient se trouver dans la région de Moscou. Eh oui, c'est ça. Même dans la ville de Moscou. Ouais. À proximité, en tout cas, à grande proximité. À proximité, exactement, et avec la charge explosive. D'ailleurs, les charges explosives qu'il y avait sur ces engins semblent avoir été extrêmement faibles. Donc, l'idée qu'on ait voulu assassiner Poutine me semble quand même un peu exagérée. Oui. En revanche, je pense qu'on voulait en faire une sorte d'événement médiatique, plutôt. Je pense que c'était ça, le but de l'opération. On voulait que ça se voie et que ça se sache. Oui, mais Jacques Bouge, juste un mot de ce point de vue-là. Premièrement, est-ce qu'il y a quand même des Ukrainiens qui peuvent être assez à proximité, ou des pro-Ukrainiens, enfin, ou des alliés dans l'opposition peut-être russe, qui sont assez proches pour pouvoir lancer ces drones? Et puis, est-ce que les photos que vous avez vues, qu'on a vues tous, ça vous paraît en tout cas, ça ne peut pas être du ressort de la manipulation ou de la fausse fabrication aujourd'hui qu'on connaît Photoshop? Je vous pose la question. Écoutez, non, je ne le pense pas, parce que les images qu'on a vues, enfin moi j'ai vu des images sous différents angles, et il semble bien qu'il y ait eu un événement en tous les cas. D'accord. Quant à l'idée que ce soit les Russes qui les fabriquaient eux-mêmes dans le but de faire un événement sous fausse bannière, comme on les appelle, j'en doute, ça n'est pas tellement dans la politique russe, et on ne voit pas très bien pourquoi ils l'auraient fait d'ailleurs. Parce que si c'était, comme certains l'ont évoqué sur certaines radios françaises, que ce serait agi d'une manière pour la Russie de trouver une justification pour ensuite attaquer massivement, c'est ça. Oui. Ça semble quand même un peu tiré par les cheveux, parce que je pense que si les Russes voulaient tirer sur un bâtiment officiel ou éliminer, je pense qu'ils pourraient le faire. Ils n'auraient pas besoin de trouver une justification de ce type-là. D'accord. Au contraire, ce genre d'événement a plutôt tendance à désécuriser la population moscovite. Et je pense que c'est d'ailleurs un peu le but. Maintenant, quant à votre question sur les Ukrainiens, il ne faut pas oublier que pendant des décennies, la Russie et l'Ukraine, pendant presque un siècle, à vrai dire, la Russie, enfin, même pas presque, presque un siècle, effectivement. L'Ukraine est indépendante quand même depuis un certain moment, mais pendant très longtemps, la Russie et l'Ukraine ont été ensemble. Il y a beaucoup d'Ukrainiens ont leur famille en Russie et vice-versa. Et il y a beaucoup d'Ukrainiens qui sont D'ailleurs, c'est un des problèmes qu'ont les services de sécurité russes, c'est qu'il y a énormément de gens qui pourraient être des agents potentiels, qui peuvent avoir des connexions avec le SBU ukrainien. C'est un peu la même situation qu'on avait en Allemagne de l'Est durant la guerre froide, vous comprenez? Oui, c'est ça. Il y a une population ukrainienne en Russie, et voilà, elle est là, et effectivement, Voilà, c'est ça. Donc, à partir de là, tout est possible. Donc, ce ne serait pas du tout surprenant que des Ukrainiens se trouvant dans la région de Moscou, sympathisant de l'Ukraine, opposant à la Russie ou à Vladimir Poutine, aient mené une opération de ce type-là. D'accord. Maintenant, le but, ce serait... Parce que ce qui est intéressant quand même, c'est quand on regarde des sondages sur ce qui se passe concernant cette contre-offensive ukrainienne. Alors, c'est assez amusant de voir qu'en Occident, il y a très peu de gens, je parle de l'Occident anglo-saxon, de l'Occident anglo-saxon, il y a très peu de personnes qui ont de l'espoir vis-à-vis de cette contre-offensive. Et même d'ailleurs, en Europe orientale, vous avez même en Pologne, vous avez beaucoup de gens qui ont des doutes sur cette contre-offensive. Oui, on l'a lu, absolument. Alors qu'en Russie,
apparemment, les sondages que j'ai vus montrent que les Russes sont sensibles quand même à ce que pourrait être cette contre-offensive. Et il y a quand même des gens qui, sans être alarmés, s'en inquiètent quand même. D'accord. Et par conséquent, l'idée de dire on fait des opérations un peu spectaculaires sur le territoire russe pour désécuriser la population russe et faire une sorte d'agir sur la population, une sorte d'opération de communication, si vous voulez, ou une opération psychologique, littéralement, ça n'est pas complètement impensable. Ce qui est peu vraisemblable, c'est que cette opération conduise à une crise politique. Ça, je ne pense pas. Oui, j'allais vous poser la question, est-ce qu'il peut y avoir une montée de la tension, en 2 mots bien sûr, mondiale, enfin après cela, ou ça vous paraît quelque chose de, en tout cas, déjà très circonscrit ? Non, je pense que d'abord les Russes n'ont aucun intérêt à monter cet événement en épingle, si j'ose dire. Et d'ailleurs, on voit la réaction du Kremlin. Ils ont essayé de minimiser l'événement, ce qui indique d'ailleurs qu'ils n'en sont probablement pas les auteurs, parce que pardon Jacques Beau, sauf que Medvedev, lui, il est monté au créneau en disant on a essayé d'assassiner Poutine. Hein. Enfin, il y est allé. Attention, ça n'est pas le gouvernement. Oui, Medvedev, ça n'est pas le gouvernement, tout à fait. Il est un peu... et on connaît son langage excessif qu'il a depuis le début de cette offensive, depuis l'année passée. Medvedev fait partie de ces faucons, comme on dit, qui ont plutôt tendance à avoir un langage très musclé, avoir belliqueux, des réactions très épidermiques. D'accord. Et donc, il faut le prendre comme il est. C'est des gens un peu comme Prigojine, c'est des gens comme ça, il faut les prendre tels qu'ils sont. D'accord. C'est-à-dire des gens qui sont un peu dans leur rôle, avec un côté un peu excessif. Mais donc vous dites, vous, qu'il n'y aura pas, on ne peut pas préjuger, mais il n'y a pas monté, en tout cas, des bruits de bottes plus étendus que ceux qui ne sont déjà, et ils le sont déjà suffisamment, bien sûr. Non, je ne pense pas. Je pense que la Russie, de son côté, va plutôt essayer d'abord continuer son opération. La Russie est partagée en ce moment, je parle du gouvernement bien sûr, partagée entre l'idée d'accepter des négociations si les Ukrainiens le proposent, ou continuer simplement froidement la guerre. Je pense qu'ils ne prendront pas l'initiative, je dis pas jamais, il faut pas dire jamais, mais ils ne prendront pas l'initiative de négociation, mais je pense que il y a une ouverture probable sur ce plan-là. En tout cas, c'est ce dont on parle. Mais quand même, Jacques Beau, pour revenir à la stratégie, pour revenir au renseignement, ça pose quand même question. Moi, la question que je me suis posée, c'est que quand même, alors, population ukrainienne ou pas, proximité ou pas, et probablement proximité, je vois pas que les Ukrainiens, ils n'ont pas lancé ça de Kiev, bien sûr, sur Moscou. Mais enfin, que le Kremlin, imaginez que ce serait passé de drones sur la Maison-Blanche. Vous allez me dire qu'il y a eu le 11 septembre 2001, d'accord. Enfin, 2 drones aujourd'hui, ou 3 ou 4 sur la Maison-Blanche ou sur l'Élysée, ça aurait quand même provoqué une certaine émotion. Et alors, on se dit quand même, est-ce que Moscou n'est pas protégé quand même? Parce que là, il y a eu ce que vous dites, mais ça aurait pu être d'autres types de drones. Effectivement. Alors, il faut savoir que, comme j'ai dit, on a affaire à de très petits drones, en l'occurrence. Et la défense russe est une défense qu'il faut voir comme la défense antiaérienne, je veux dire. La défense antiaérienne russe doit être vue comme un système avec plusieurs couches, ou une sorte de filet, si vous voulez, dont les mailles se rétrécissent au fur et à mesure que vous vous rapprochez d'un objectif potentiel. Disons ça comme ça. C'est-à-dire qu'un gros objectif, un avion ou un gros drone, se trouvera arrêté très rapidement lorsqu'il franchira la frontière ou l'espace aérien russe. Plus l'appareil est petit, plus les défenses aériennes l'arrêteront plus tard, pour des raisons très simples. C'est vous concentrez vos appareils de défense sur des objets qui ont des capacités de moins grande performance, si vous voulez, et vous les rassemblez le plus près possible de l'objectif. D'accord. Alors,
Évidemment. Alors d'abord, il faut rappeler que ces deux drones ont été neutralisés. Oui, non, bien sûr. Il faut bien le voir. Enfin, ils ont survolé le Kremlin. C'est ça mon étonnement, quoi. Mais vous allez me dire pourquoi pas. Ils pourraient supprimer. Oui, non, c'est vrai. Moi aussi, je suis surpris. Mais vous savez, vous parliez de la Maison Blanche. Il y a eu plusieurs cas avec la Maison Blanche comme ça. Il y a eu plusieurs cas. La presse n'en a pas beaucoup parlé. C'était il y a quelques années. Il y a eu plusieurs cas. Ils ont dû installer, d'ailleurs, sur le toit de la Maison Blanche. Il y a eu de nouveau, les médias n'en ont pas beaucoup parlé, mais si vous regardez les photos de la Maison Blanche, les photos satellites de la Maison Blanche, vous remarquez qu'il y a eu des très grandes modifications qui ont été faites ces 15 dernières années, justement parce qu'ils ont eu de nombreux événements. Quelques visites, oui, d'accord. Et plus c'est petit, plus c'est évidemment difficile d'abord à détecter, et puis ensuite à intercepter sans que ce soit... parce que, d'ailleurs, j'ai pas très bien pu voir comment ils avaient intercepté ces drones. Ils ont été manifestement interceptés, mais la manière dont ils l'ont fait n'est encore pas tout à fait claire pour moi. En tout cas, c'est vrai que la question se pose, mais enfin, vous répondez bien que bon, on n'est pas au seuil de la Troisième Guerre mondiale, on n'est pas, la tension n'est pas montée d'un cran ou de 10 crans. En fait, il y a toute une opération derrière. On le saura pas, on le saura peut-être un jour. Par qui ça a été monté, pourquoi. Mais il est quand même assez étonnant de voir que, en fait, ça fait partie de tout le jeu actuellement. Y aura-t-il contre-offensive ou pas contre-offensive? C'est une guerre de mouvement et derrière les négociations dont personne ne veut et dont tout le monde veut, quoi. On est dans... En fait, c'est le jeu de poker menteur, mais à un niveau quand même... voilà. C'est effectivement... Cette drôle de guerre, on pourrait dire, par analogie avec celle qu'il y avait eu entre la France et l'Allemagne au début de la Deuxième Guerre mondiale, où il y a ces incertitudes de part et d'autre. Ce qu'il y a de sûr, c'est que dans cette partie-là, où l'Ukraine a physiquement beaucoup à perdre, mais politiquement, les enjeux sont énormes pour elle. Il y a évidemment une tentation d'avoir j'allais dire, le terrain de la guerre qui se déplace vers la communication plutôt, vers le médiatique et sur le terrain politique. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs actuellement un petit peu quand on voit les déclarations de John Kirby, par exemple, sur les pertes russes à Bakhmout. On est assez sidéré de voir qu'il sort des chiffres qui sont abracadabrantesques, comme aurait dit Jacques Chirac, qui n'ont aucun lien avec la réalité. Et on voit qu'il y a un sentiment d'utiliser, si vous voulez, le discours en compensation, si vous voulez, d'une guerre qui matériellement, ou d'une offensive qui matériellement a peu de chances comment dire, en fait, pour mieux à ses promesses. Oui, Jacques Beau, en fait, ce que vous dites, c'est pour mieux masquer le réel, on cherche à imposer une perception du réel qui n'a pas grand-chose à voir avec le terrain, quoi. C'est ça, oui, tout à fait. Vous avez très bien résumé la situation. Mais merci Jacques Beau, en tout cas. Écoutez, on suivra, on verra un peu. En tout cas, c'est intéressant de voir ce que sont devenus les drones. Quand on pense qu'il y a encore quelques années, c'était encore des petits machins qui servaient juste à aller explorer. Et bien voilà. Merci encore. Et puis on vous recevra évidemment pour la sortie de votre livre, L'Ukraine entre guerre et paix. Sud Radio André Berkoff. Berkoff, dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Où va votre argent? Alors, Gabriel Attal lance un site en avoir pour mes impôts. Ah oui, c'est intéressant, oui, en avoir pour mon argent, ça m'intéresse. Et vous aussi, auditeurs résistants Sud Radio, vous voulez savoir où il va votre argent? Eh bien, apparemment, voilà, ils ont fait un camembert. Oui, vous pouvez le consulter, voilà. Il est ministre délégué chargé des comptes publics, Gabriel Attal, donc. Et voilà, ils ont fait un site interactif, questionnaire en ligne, vous pouvez donner votre avis sur le montant et l'utilisation des impôts. Voilà, il y a une partie libre, vous pouvez donner vos commentaires, etc., etc. Alors, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses, ils regardent, etc. Mais il y a un oubli. Parce qu'on a regardé le camembert, nous, ici, à Sud Radio et à Berkoff, dans tous ces états. Alors, il y a, juste un oubli de taille, l'immigration. Le coût de l'immigration.
il est peut-être très bien. Vous savez, l'immigration, c'était, paraît-il, une chance pour la France, ça l'est toujours pour certains. Ah non, c'est un danger pour l'autre, etc., etc. Mais où sont passées l'aide médicale d'État, les dépenses pour les mineurs non accompagnés, les prestations familiales, les aides sociales, le surcoût par la délinquance, les problèmes d'intégration à l'école, etc. Non, l'immigration, je vais vous dire, vous cherchez bien sur le camembert, vous le regardez, le coût de l'immigration, vous allez savoir. Peut-être que ça marche très bien, voilà. Non, on n'en dit rien. Voilà, c'est formidable. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On fait le truc classique, on noie. On fait la salade, on touille la salade, je dirais pas russe. Voilà, dépenses sociales, on met tout dans le même sac en même temps, et puis on ne voit pas. Mais dites-nous un tout petit peu, cher Gabriel Attal, l'immigration, quand même, bon, c'est un vrai problème. Tout le monde le dit, qu'elle soit clandestine, illégale, etc. À droite comme à gauche, on admet aujourd'hui le problème. Même les plus défenseurs du droit d'asile pour tous. Le camembert, revoyez-le un tout petit peu. Faites un peu ça. Qu'on sache où va notre argent, vraiment. Et pour une fois, précisément. Est-ce trop demandé ? Tout de suite, le face-à-face d'André Berkoff avec Emmanuel Darl pour son livre « Ne touchez pas à nos enfants, masques, mesures sanitaires, vaccins anti-Covid-19, l'impact chez les enfants » aux éditions Books on Demand. Vous nous appelez au 0826 300 300, tout de suite après les informations. À tout de suite sur Sud Radio. Brassens, elle m'emmerde. Oui, ça c'était un problème conjugal. Mais il y a d'autres choses. Vous savez, ça ne peut plus dire. Non. Je veux dire, auditeur Sud Radio, faites gaffe, résistant Sud Radio, quand vous passez dans la rue, ne dites plus le mot de Cambronne. Vous savez ce qui s'est passé près de Bernay, à Saint-Agnand-de-Cernières. Un homme de 77 ans avait accroché sur sa maison, une banderole outrageante envers le président de la République. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il avait accroché ? Il avait d'abord accroché sur sa propriété, je dis bien, pas dans la rue, sur sa propriété. Il avait mis « non aux éoliennes ». Bon, là, ça passe, vous savez ce qu'on en pense. La seconde était « Macron, on t'emmerde ». Là, vous savez ce qui s'est passé ? Oui, le procureur a donné ordre d'entendre le propriétaire, je rappelle âgé de 77 ans. Non, il n'appelait pas sans garde à vue, n'exagérons pas, mais il a été entendu à la brigade le lendemain et il a reçu, tenez-vous bien, une convocation en vue de suivre un stage de citoyenneté. Ça veut dire que si aujourd'hui vous dites Macron, on t'emmerde, comme on a entendu ça 400 fois dans toutes les manifestations de France et de Navarre, vous devrez tous suivre des stages de citoyenneté. Je rappelle qu'il y a eu des délinquants, alors eux, de vrais, qui ont tabassé, je ne dirais même pas violé, etc. Ils ont aussi suivi des stages de citoyenneté. C'est très intéressant. Mais alors dites-moi, quand dans le Parisien, notre président de la République bien-aimé a dit, rappelez-vous, j'ai envie d'emmerder les non-vaccinés. Je les emmerde déjà, mais j'ai envie de les emmerder. N'aurait-il pas dû suivre un stage de citoyenneté ? Je ne sais pas, je me pose la question. Mais si on en arrive en France, franchement, où on ne peut plus employer le mot le plus populaire de la langue française sans suivre un stage de citoyenneté et se faire convoquer par la police, alors ça devient très intéressant. Kim Jong-un, sauve-nous. Kim Jong-un, sauve-nous. L'hymne à la joie, l'hymne européen. Et voyez, aujourd'hui... Alors, vous savez ce qui se passe au niveau des retraites, au niveau des soignants, au niveau de la cherté de la vie, au niveau du coût de la vie, au niveau de la guerre, je ne dirais pas à nos portes, mais enfin pas si loin que ça. De quoi parlent nos chers députés, nos représentants ? Ils ont déposé un projet de loi, voilà, une proposition de loi pour que le drapeau européen soit désormais obligatoire aux côtés du drapeau français dans tous les édifices publics. Et oui, c'est vraiment d'ailleurs je comprends que c'est l'urgence absolue, quoi. C'est une question de vie ou de mort. Faut-il mettre le drapeau européen ? Voilà, les députés Renaissance voulaient imposer la présence du drapeau européen sur les mairies. Ce qu'on peut dire, en fait, la loi dit quoi ? La loi dit que le maire peut faire ce qu'il veut. S'il a envie de mettre le drapeau européen,
il peut, mais s'il n'a pas envie, il ne le peut pas. Mais voilà ce qu'on va les changer. Non. Le drapeau européen, aujourd'hui, aussi important que le drapeau français. Donc, on ne va pas supprimer le drapeau français. Non, pas tout de suite. Quand même. On va attendre un peu. Hein. Les esprits ne sont pas vraiment prêts, mais on verra. En attendant, eh bien, écoutez, la commission des lois, s'est réunie et hier a rejeté cette proposition de loi. Mais attention, elle va être présentée le 9 mai. Sachez-le, auditeur de Sud Radio. C'est intéressant, hein. Vous voyez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors moi je veux bien que des gens ont envie d'avoir le drapeau européen comme le drapeau français. Mais croyez-vous véritablement que quand le drapeau européen est incarné aujourd'hui par madame, notamment Ursula von der Leyen, c'est ce qu'on a envie de voir? C'est ce qu'on a envie de voir à côté de Barra, à côté de Marianne, à côté de la Révolution française, à côté de la République, à côté de tout ça? Écoutez, peut-être qu'on pourrait faire un référendum, si ça vous paraît aussi important. Pour la première fois depuis 2005, refaites un référendum. Ah non, vous rigolez, on va pas replonger dans un référendum. Non, ça n'existe pas. En attendant, écoutez, la commission des lois, et bravo pour elle, je le dis, a rejeté. Mais on verra, ça va peut-être suivre son cours. En attendant, écoutez peut-être la Marseillaise, c'est pas mal non plus. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face d'André Berkov avec Emmanuel Darl pour son livre « Ne touchez pas à nos enfants, masques, mesures sanitaires, vaccins anti-Covid-19, l'impact chez les enfants » aux éditions Books on Demand. Bonjour Emmanuel Darl. Bonjour. Alors Emmanuel Darl, vous êtes universitaire, vous êtes enseignant-chercheur au CNRS, membre du Conseil scientifique indépendant. Et le dit Conseil scientifique indépendant, vous allez nous expliquer ce que c'est, parce que les autres ne sont pas indépendants. Mais enfin, vous allez nous expliquer. Vous étiez hier au Parlement européen, avec toute une délégation. Pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé ? Alors tout à fait, on était hier avec notamment Louis Fouché et Vincent Pavant, qui font partie également du Conseil scientifique indépendant, dans le cadre de l'International Covid Summit, en fait, qui est un congrès dans lequel en fait on évalue des données statistiques, mais également des protocoles de traitement pour rediscuter justement. Vous êtes nombreux, c'est international ? Oui, tout à fait. Il y avait notamment Robert Malone. Ryan Cole, plusieurs personnes qui ont pris position de par leur expertise. Et donc nous sommes adressés à plusieurs parlementaires européens pour montrer différents travaux, différentes analyses. Une autre lecture de la lecture, on va dire, officielle. Et vous avez été reçus comment ? Alors nous avons été... On a été très bien reçus. Très bien reçus, oui. Oui, il n'y a pas eu foule de députés, clairement, mais le peu, en tout cas, que le nombre de députés était assez restreint. Ils étaient combien, une trentaine ? Non, même pas. Ah, vous avez la petite minorité, hein, c'est encore là, ouais. Tout à fait. Non, mais il y en avait en tout cas. Tout à fait, il y en avait, et ils ont été assez ouverts, et au contraire, ils étaient plutôt positifs et assez, on va dire, de notre côté. Attentifs, oui. Voilà, tout à fait. Oui, mais Madame Ursula von der Leyen a encore sa puissante majorité, hein, on est bien d'accord. Oui, tout à fait. Mais en fait, beaucoup disent d'ailleurs que le Parlement, on se demande quel est le rôle du Parlement européen, mais c'est une autre affaire. Et alors, vous, effectivement, vous avez, dès le début de la pandémie ou pandémie, appelons-le comme on veut, vous avez pris position et surtout vous avez écrit un livre très passionnant. D'ailleurs, le titre est très explicite, « Ne touchez pas à nos enfants ». Et vous dites dans la prière d'insérer, depuis janvier 2022, donc 1 an et demi presque, pas moins de 48 protocoles sanitaires scolaires se sont succédés, provoquant mal-être et souffrance chez les enfants et les adolescents. Et vous avez fait un livre, donc effectivement on peut dire, d'ailleurs tout le monde s'accorde à dire qu'on comprend que chez les personnes de plus de 65 ans, 70 ans ou 80 ans, il y a des problèmes, et s'il s'agit évidemment, on ne va pas les laisser sans soins, et puis le vaccin, on est pour, on est contre, c'est un problème, peut-être, moi il fait un bon disons, il corrige certaines choses, en tout cas sur les mots les plus... mais la chose, c'est les enfants, c'est les adolescents. Et on a bien vu que dès le début, d'ailleurs, même quand on ne savait pas quels étaient les effets de transmission et de protection, on a bien vu que l'histoire des enfants a quand même beaucoup heurté.
Et votre livre est plein de témoignages. On va en parler tout de suite après cette petite pause. Emmanuelle Darl, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez recueilli? Et restez bien avec nous, on se retrouve tout de suite et vous pouvez interpeller Emmanuelle Darl pour son livre « Ne touchez pas à nos enfants, masques, mesures sanitaires, vaccins anti-Covid-19, l'impact chez les enfants » au 0826 300 300. On attend vos appels. 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Il y a une magnifique chanson de Jacques Higelin, vous la connaissez tous, on la passe souvent ici à Berkov dans tous ses états. Alertez les bébés, alertez les bébés. Et bien vous avez alerté les parents en disant ne touchez pas à nos enfants, Emmanuelle Darl. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce on va pas raconter toute l'histoire, mais sur les enfants, parce qu'on a dit, voilà, il faut vacciner tout le monde, hein, tous vaccinés, tous protégés, c'est le slogan partout, et on se rappelle très bien de la petite fille qui allait embrasser sa grand-mère, et on voyait cette vidéo assez hallucinante, la grand-mère se retrouvait intubée, donc c'était les petits-enfants qui empoisonnaient littéralement leurs grands-parents. Alors, qu'est-ce qui s'est passé vraiment? L'impact? Alors, ce qui s'est passé, c'est que dès le début, en fait, on a terrorisé les parents en leur faisant croire que leurs enfants, en fait, étaient un potentiel danger pour eux-mêmes. On les a surnommés comme étant des super spreaders, qui donc, transmetteurs du virus, quoi, du corona. Tout à fait. Et à ce titre, en fait, on a commencé à les masquer, on a confiné la population au niveau général. Mais et puis on a parlé après, on les a, en tout cas, il y a eu 50% des 12-17 ans qui ont été injectés. Mais est-ce qu'on a des chiffres précis? Parce que on vous dira, je veux pas faire l'avocat il s'agit pas de pro-vax ou anti-vax, mais on vous dit oui, mais enfin c'est une minorité infime par rapport aux milliards de gens qui se sont fait injecter, vacciner et qui n'ont pas de problème. Alors, au niveau des chiffres, on a des données assez précises. Si on veut comparer le bénéfice, le soi-disant bénéfice par rapport donc à la maladie elle-même. On voit que sur la même période, donc qui couvre, on va dire 2021-2022. D'accord. On a 324 hospitalisations d'adolescents âgés de 10 à 19 ans. A contrario, dans les données brutes de la NSM, on a 892 cas graves. On voit très bien qu'il n'y a aucun bénéfice à vacciner des personnes qui ne sont pas touchées par une épidémie, mais aussi et surtout à leur insuffler un sentiment de terreur, puisqu'on connaît aujourd'hui les conséquences. On a eu une augmentation de quasiment 300% de gestes suicidaires chez les adolescents âgés de moins de 15 ans. Le niveau de saturation des hôpitaux pédiatriques en termes de tout ce qui porte sur la santé psychique est toujours en augmentation. Il y a eu une enquête qui a été menée, qui est en cours par Santé publique France. On aura les résultats en juin. Tout à fait. Ouais. Mais en fait, on a passé un petit peu sous silence la détresse de tous les enfants à qui on a masqué, à qui on a refusé finalement, qu'on a isolé. Et puis les enfants ont besoin de voir le visage, ont besoin de voir la bouche s'exprimer, ont besoin de voir. Effectivement, c'est une structuration aussi pour les enfants au départ. Tout à fait. Et puis un enfant a aussi besoin de repères. Quand on change leur quotidien avec des protocoles sanitaires tous les 15 jours, comme ça a été fait, c'est pas possible. On a quand même affaire à des enfants jeunes, des enfants de 6 ans. C'est pas un adolescent de 18 ans. Mais oui. Voilà. Et d'ailleurs, vous avez recueilli, votre livre est passionnant de ce point de vue-là, je le recommande. Vous avez énormément de témoignages de parents très divers. Et au fond, qu'est-ce qui ressort? Parce qu'on ne peut pas évidemment les citer tous, mais qu'est-ce qui ressort? On va parler aussi des chiffres, Emmanuel, mais qu'est-ce qui ressort de ces témoignages? Ce qui ressort, c'est avant tout une très grande souffrance qui a été causée par ces protocoles sanitaires, donc la souffrance des parents. Et également, bien sûr, la souffrance de leur enfant. On a eu, à titre d'exemple, le cas d'une petite fille de 6 ans qui a dû se nourrir pendant 2 mois à la paille, puisqu'elle a développé en fait une mycose au niveau de la bouche, due au masque. Due au masque, oui.
2 mois se nourrir à la paille. Moi-même, mon fils est tombé dans le mutisme pendant 1 semaine après qu'on lui ait demandé de remettre son masque après chaque bouchée à la cantine. Il prenait une bouchée, on lui disait remets le masque. Tout à fait. L'enfant de Roxane Chafei, qui est la fondatrice des Mamans Louves, son enfant avait des 3 jetons pour respirer par jour. C'est d'une violence inqualifiable. Attendez, 3 jetons pour respirer. Tout à fait, on a donné des jetons à son fils. Chaque élève avait 3 jetons pour pouvoir prendre une bouffée d'oxygène en abaissant un petit peu son masque, tout à fait. Ouais. On en est arrivé à ce stade quand même. Ouais. Et dans le déni général finalement des problèmes qui ont été posés... dans le déni de Jean-Michel Blanquer, dans le déni après de l'ensemble des syndicats, même de l'éducation nationale, dans le déni de beaucoup de parents aussi. Puisque finalement, on a eu affaire aussi à des parents qui étaient véritablement terrorisés. Oui, bien sûr. Même après la fin l'obligation du port du masque en milieu scolaire, il y a eu des parents qui ont continué à masquer leurs enfants parce qu'ils avaient peur. Tout ça, on ne connaît pas encore les répercussions sur le moyen et long terme, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elles vont arriver. En fait, il y a eu un management par la peur, un gouvernement par la peur, sinon par le chaos, quoi. C'est ça. Mais effectivement, vous dites, je voudrais que vous me donniez d'autres exemples ou témoignages, parce que, en fait, on a dit aux gens, bon, très bien, confinés aujourd'hui. D'ailleurs, ceux mêmes qui ont organisé le confinement disent, on se demande si c'était utile ou pas, et ils posent la question de l'inutilité. On l'a vu, d'ailleurs, c'est mondial, hein, c'est pas seulement français. Mais ce côté des enfants que vous dites, justement l'impact, c'est-à-dire que vous pensez qu'il y a, je ne dirais pas, allons pas jusqu'à la génération sacrifiée, mais quelque chose a vraiment impacté de façon extrêmement forte chez les jeunes, les enfants, etc. Alors tout à fait. Alors déjà, d'un point de vue scolaire, l'ensemble du monde enseignant s'accorde à dire que les enfants, tous cycles confondus, ont perdu 1 an au niveau de leur apprentissage. Mais après, plus précisément au niveau de l'impact, nous on a eu, je parle, on va dire dans les collectifs unis d'enfance et liberté que je suis de près, les Mamans Louves, on a des témoignages très forts par exemple, d'enfants qui étaient soit autistes ou qui avaient même des problèmes respiratoires, de l'asthme, à qui on a obligé de porter un masque, en leur disant si votre enfant ne porte pas le masque, il sera tout seul au fond de la cour de récréation. Il passera sa récré tout seul, il sera au fond de la classe. On a dit ça, vous avez des témoignages précis. Tout à fait. Et il y a eu à un moment donné un grand recours au Conseil d'État, à peu près plus de 1000 par an. Il y a eu 2 recours spécifiquement. Hein. Les 2 ont été classés, on va dire, sans suite. Hein. Nous, on a juste demandé une étude d'impact. Le Conseil d'État nous a dit... Vous ne pouvez pas demander une étude d'impact, voilà. Mais pourquoi ? Quelles raisons ont-ils invoqué ? Aucune, que en fait c'était comme ça et qu'on devait l'accepter. Circuler, il n'y a rien à voir. Tout à fait. On va en reparler tout de suite. On va continuer avec vous, Emmanuelle Darl, après cette petite pause. À tout de suite. Et vous nous appelez au Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et oui, c'est tout à fait normal. Écoutez, tout le monde a peur de mourir, tout le monde a peur quand on leur dit ça y est, c'est fini, si vous ne faites pas ça, eh bien, il va vous arriver des choses terribles. Et je le redis encore, qu'à un moment donné, je parle d'il y a 2 ans, on aurait dit aux Français, comme ailleurs, vous allez circuler à cloche-pied avec une petite plume quelque part, et bien je suis sûr que 3/4 de la population aurait circulé à cloche-pied avec une plume quelque part. C'est normal, on a peur. Alors Emmanuelle Darl, vous parlez de ce qui s'est passé aussi avec les enfants. L'impact sur les enfants, et très vite on a dit, mais attendez, la possibilité pour les enfants soit de recevoir, soit d'être contaminés, soit de contaminés, est proche de 0,00003%. On n'a pas tenu compte, tous vaccinés, tous protégés. Au fond, comment les gens ont vécu cette évolution de ce qui se passait jour après jour en 2020, 2021, etc. Alors, ce qu'on voit dans les chiffres, parce que je m'en tiens
un peu aux chiffres. Clairement, c'est que d'une part, cette épidémie, elle est très très contestée. Finalement, ce qu'on peut observer depuis les données de mortalité de Santé publique France, mais également au niveau international, ce qu'il y a les données sur World in Data ou d'autres bases, c'est que finalement cette épidémie, elle a touché principalement les personnes de plus de 90 ans. Qui était 90 ans, vous dites. Tout à fait. Ah ouais, bien loin du système éducatif. La surmortalité, elle est présente chez les personnes de plus de 65 ans, avec un pic autour de 80-85 ans. Surtout que l'espérance de vie est de 4,24 ans, ce qui est déjà... Tout à fait. En fait, c'était surtout des personnes qui étaient finalement en état d'extrême fragilité. À cela s'ajoute le protocole Rivotril que Pierre Chaillot a largement dénoncé. C'est ça. En fait, c'est la surmortalité dans les années précédentes. Le Covid, c'était ça. On mourait de grippe 15 000 personnes par an en France, grosso modo. Tout à fait. On n'a pas masqué, on n'a pas vacciné les enfants avec le vaccin anti-grippe, par exemple. On n'a jamais imposé quoi que ce soit aux personnes qui n'étaient pas fragiles. Il faut respecter la liberté. On peut se vacciner si on en a envie, mais il ne faut pas contraindre, bien sûr, et encore moins des enfants ou les terroriser, manipuler leurs parents pour leur faire accepter l'inacceptable, puisque derrière il y a aussi beaucoup une manipulation mentale, une manipulation psychique à travers des processus pervers. Ariane Billeran en a beaucoup parlé. Comme par exemple, donnez quelques exemples de manipulation psychique. Tout simplement, quand vous arrivez tous les soirs à 19h pour faire un macabre décompte, vous insufflez une terreur chez les gens, vous les conditionnez. Et après, du coup, ils ont peur un petit peu de tout. Ils se mettent dans la tête que c'est un virus extrêmement mortel. Et qui plus est, quand vous manipulez les chiffres, parce que les chiffres ont été manipulés frauduleusement. Oui, il faut juste un mot, Emmanuel Darl. On a peut-être confondu les morts du Covid et les morts avec le Covid. Où il y avait d'autres mortalités, d'autres causes de mortalité. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que Santé publique France refuse l'accès aux données des mortalités par cause. Oui. On voulait comparer les décès et les vaccinations, ce qu'a demandé Laurent Toubiana, Pierre Chaillot et autres. Ils les ont jamais eu, quoi. Secret défense. Tout à fait. Tout à fait. Et ça aurait été des données intéressantes, même depuis le départ, pour voir ce qui se passe un petit peu au niveau de la mortalité en France. Mais on nous refuse l'accès à ces bases. On a réussi, nous, à se procurer avec Vincent Pavant les données brutes de la NSM. Mais Emmanuel Darl, de ce point de vue-là, je me refais... Mais c'est vrai, mais il y a quand même, il faut le dire, ou alors vous allez me dire ça plus tard, il y a eu quand même, encore une fois, plusieurs milliards de personnes qui se sont faites vacciner, qui ne sont pas mortes. Bien sûr, mais... Et qui ne sont pas atteinte. Bien sûr, mais l'affaire du Mediator, c'est entre 1600 et 2100 décès. Aujourd'hui, dans les données brutes de la NSM, on en est à plus de 2800. Ouais. Le Mediator, c'est cette fameux scandale qu'il y a eu, effectivement, et qui n'est pas terminé. Mais vous dites en fait, au fond, ce que vous voulez aujourd'hui, c'est avec le Conseil scientifique indépendant, c'est de rétablir une certaine vérité et de dire est-ce qu'on va continuer comme ça parce qu'on annonce d'autres pandémies, enfin certains annoncent d'autres pandémies, est-ce que au fond aujourd'hui vous dites arrêtez non pas le délire mais dites les choses comme elles sont, donnez les vrais chiffres, donnez les vraies données, c'est ça? Tout à fait, on a besoin de transparence. On a besoin de transparence au niveau national, mais également au niveau européen, au niveau international même. On a besoin de pouvoir faire analyser les données brutes, les données brutes officielles par des enseignants-chercheurs comme nous sommes avec Vincent, indépendants et neutres, sans aucun conflit d'intérêts. Voilà, j'allais vous parler de cela, les conflits d'intérêts, oui. Est-ce que, à votre avis, c'est ce qui a joué aussi, je dirais, enfin, soyons clairs, Big Pharma et l'argent de Big Pharma, et on sait que ça sort par centaines de milliards, ça a joué un rôle non négligeable, à votre avis? Alors... nous n'avons pas de certitude à ce niveau-là, mais effectivement, on pense quand même, faut quand même se rappeler que les 400 000 morts annoncés par Emmanuel Macron, au départ, c'était suite à une simulation de Niles Ferguson,
qui est donc un chercheur de... Le modélisateur, c'est ça? Tout à fait, et qui est financé par Bill Gates, qui a reçu 2,4 millions d'euros. Oui, bon, on peut être financé par Bill Gates et n'être pas un type complètement corrompu. Mais enfin, Tout à fait, mais c'est quand même Bill Gates quand même qui tient une bonne partie des rênes à l'OMS aussi. On le retrouve dans pas mal d'endroits assez... voilà. Et alors, à votre avis, oui, c'est vrai que les 400 000 morts, il a dit ça à Trump, il a dit ça à tout le monde, hein, Ferguson. Il a fait la tournée des popotes en disant, ça y est, le monde est en train de mourir, enfin, ou presque. Et vous voulez quoi aujourd'hui? En fait, Emmanuel Darvaux, le conseil, en fait, tous les gens qui se battent, les personnes qui se battent, que ce soit médecins, chercheurs, soignants et citoyens, vous voulez quoi? Vous voulez, en fait, que tout soit mis sur la table, c'est ça? Tout à fait. Nous, ce qu'on réclame depuis plus de 2 ans, c'est un vrai débat public, notamment avec les personnes qui ont pris des décisions, hein, comme que ce soit des parlementaires ou des chercheurs, par exemple, de l'Institut Pasteur, notamment avec Simon Cauchemez, à titre d'exemple. Nous, ce qu'on veut, c'est débattre, ce qu'on veut, c'est pouvoir confronter les idées. La science se construit dans le débat. Et donc, nous demandons également plus de transparence, de reproductibilité, que les conflits d'intérêts, s'il y en a, qui doivent être mis sur la table et communiqués en amont, et pas découvrir comme par exemple on a pu découvrir que Karine Lacombe avait des conflits d'intérêts avec Gilead, etc. ou d'autres. Gilead, oui. Le fameux remdesivir. Tout à fait. D'autres joyeusetés. Et ça, c'est pas normal dans une démocratie où justement on doit s'assurer que le principe de neutralité et d'indépendance soit bien respecté. Eh bien, effectivement, et on va voir si ce sera suivi, ça on le saura très 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 vite, et je crois que beaucoup d'auditeurs ont envie de vous interroger aussi, Emmanuel Darl, fait des mains sur ce problème qui nous a tous traumatisés, il faut le dire, pendant 2 ans et 3 ans, et c'est pas fini. Oui, vous avez la parole sur Sud Radio, 0826 300 300 pour interpeller Emmanuel Darl, et on accueille Emmanuel de Pessac. Bonjour Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour André, bonjour Emmanuel du coup, ouais. C'est un joli prénom. Moi je me permets de vous appeler, merci de me donner la parole. Moi je suis effaré sur l'attaque sur les enfants, que ce soit sanitaire ou que ce soit psychologique. J'en veux un peu aux parents qui se révoltent pas suffisamment. Moi quand je vois tout ce qui s'est passé évidemment pendant ce que vous décrivez, et merci pour votre combat, je vois aussi les drag queens qui font des incursions dans les écoles, ils n'ont absolument rien à faire dans une école, et on peut pas me traiter d'homophobie, hein. Des copains de mon père c'était Michou et je l'ai connu moi-même, donc et lui c'est quelqu'un d'adorable et il n'y a pas de police des braguettes, hein. Je veux dire, la chose est différente, et je trouve que c'est une, vous savez, alors peut-être que ces propos vont hérisser le poil de beaucoup, mais toutes les dictatures ou démocratures ont mis la main sur les enfants le plus tôt possible, parce que ce sont des gens qui sont malléables, ce sont des gens qui sont effectivement en pleine construction, et on autorise des choses aujourd'hui qui étaient sous le coup de la loi il y a quelques années. Moi, ça me rend dingue. J'ai des enfants qui sont grands maintenant, parce que j'ai une 50aine d'années, et pour vous dire, je ne suis même plus en envie, pour l'instant, évidemment j'en ai envie, qu'ils aient des petits-enfants aujourd'hui. Parce que quand je vois comment ils seront à l'école, ce qu'on leur apprendra, hein, on va leur apprendre à changer de sexe, mais ils ne sauront ni compter, ni lire, ni écrire, ça me rend fou. Et ce qui me rend fou, c'est l'inertie aussi derrière. Et je vous remercie de votre combat, madame, et à vous, André, et aussi à Marie-Estelle Dupont, et à tous ceux qui se... On est dans l'inversion des valeurs, en fait. Les anciens doivent défendre les jeunes, et aujourd'hui, on a les anciens qui veulent sacrifier les jeunes pour leur confort. Et ça me rend fou. Et je finirai juste sur une citation, et je vous embête pas, vous me connaissez de temps en temps, vous m'avez au téléphone de temps en temps. Non, vous ne nous embêtez jamais, au contraire. C'est gentil. Il n'y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois et avec les couleurs de la justice. Et c'est de Montesquieu, et on est en plein dedans à tous les niveaux, et moi ça me rend fou. Et en tout cas, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Et merci pour votre combat, continuez. Merci. Alors Emmanuel Darl, justement, Emmanuel qui se dit, mais qu'est-ce qui se passe à la niveau? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une espèce de mise en condition, je dis pas, on va pas parler de dictature, mais enfin, on a l'impression qu'on veut vraiment normaliser. Vous savez, la Tchécoslovaque, normalisation, ça s'appelle. Alors,
c'est plus, je pense, qu'une normalisation. Hein. Il y a une sexualisation aujourd'hui des enfants dans les écoles. On fait intervenir des drag queens, etc. Des personnes qui relèvent plutôt de la société du spectacle. Hein. C'est la société du spectacle. Oui, c'est du show business. Et notamment, hier, on a été assez interpellés puisque Vincent, en fait, donc, avait une exposition de photos au Parlement européen. Ouais. Et on est tombé, Vincent, en fait, est tombé sur une photo à caractère pornographique. Donc des hommes vraiment nus, avec on voyait tout. Donc en sachant que le Parlement européen est visité aussi par des enfants. Oui, bien sûr. Donc on se demande finalement pourquoi on injecte autant de sexualité dans notre quotidien. Je repense également aux propos de Bruno Le Maire dans son soi-disant ouvrage. Mais ça, c'est un petit peu à côté, je sais bien, mais il y a cette volonté quelque part de... Non, mais le côté choisir son sexe à 7 ans, etc. etc. Enfin, de toute façon, c'est abominable. Un enfant se construit, pour sa construction, il a besoin de repères. Bien sûr qu'il va se poser des questions, on s'en est tous posé à un certain âge. Bien sûr. Mais il y a le temps pour ça. Ce qu'il faut, c'est d'abord privilégier les apprentissages. Vous pensez comme Emmanuel, ça a été un peu, je dirais pas, il lie la sexualisation avec ce qui s'est passé avec le Covid, et c'est pas complètement, effectivement... Non, ça va de toute façon dans la continuité. Puisque de toute façon, c'est l'ère du transhumanisme. Ouais. Tout est relatif pour aller... en tout cas, tout est aligné pour aller vers ça. Et... Oui, c'est intéressant. Vous voyez, il y a les injections, mais il y a aussi les implants. On pense aux implants bientôt pour l'homme augmenté ou l'être humain augmenté. Lucien. Vous avez la parole sur Sud Radio 0826 300 300. On se retrouve tout de suite. On ira à Saint-Giron chez Marthe. À tout de suite sur Sud Radio 0826 300 300. C'est Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Vous êtes bien sur Sud Radio dans le face-à-face d'André Bercoff et vous avez la parole au 0826 300 300. On va à Saint-Giron avec Marthe. Bonjour Marthe. Bonjour Marthe. Bonjour. 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 Ben moi, je vous appelais en fait parce que depuis le début, je me bats, j'essaye d'éveiller les consciences, de réveiller les gens. Donc, c'est vrai que je suis un peu isolée parce que les gens, ça passe pas sur BFM, donc automatiquement, ils te croient pas. C'est pas mes 200, ils te croient pas. Donc, moi, mon fils devait rentrer dans un lycée professionnel à une demi-heure du domicile. Et comme je devais prendre le car, moi j'ai dit le masque dans le car, le masque à l'école, le masque partout. J'ai dit non, je voulais pas qu'il soit... Il a quel âge votre fils ? Maintenant, il a 18 ans, parce que il avait 15 ans à l'époque. D'accord. Et donc, j'ai été appelée parce qu'on me demandait ce que devenait mon fils. Bon, moi, je dis, je l'ai inscrit, je fais semblant style qu'il allait rentrer, mais bon, je n'ai jamais voulu qu'il retourne à l'école, parce qu'après, entre eux, les enfants, bien sûr, ils se parlent, donc il aurait été influencé pour aussi la picouse, et ça, chez moi, c'est... Bon, eux, ils sont pas trop réveillés, ils ont toujours été tous contre moi, mais je suis quand même arrivée à ce que personne ne la fasse. Et du coup, comme je suis artisan, évidemment, j'ai eu la chance de ne pas être confinée. J'ai eu la chance de faire ce que je voulais, donc, et de parler beaucoup. J'ai beaucoup essayé de réveiller beaucoup de gens. Et maintenant, on passe à l'éveil, parce que là, maintenant, ils essayent de gouverner par la peur. Mais après, on sait très bien qu'il y a un combat, et que ça se passe, et qu'il faudrait que ça se passe sur BFM TV pour que les gens puissent comprendre, parce que sinon ils ne comprennent pas. Tu continues encore, il y en a beaucoup qui ne sont pas réveillés. Il y a des choses, il faudrait... Oui, mais Marthe, il faut leur dire qu'il n'y a pas que telle ou telle chaîne. Il y a les réseaux sociaux, il y a nous, il y a beaucoup d'autres. Hein. Il y a beaucoup de gens qui essayent de faire des choses un peu différentes. Il y en a, mais c'est très peu. Moi, je le vois très peu, même chez moi. Mais on est 8 dans la famille, mes frères et sœurs. Moi, j'ai un frère qui m'a dit que j'étais inconsciente de ne pas vacciner mes enfants et de ne pas vacciner, quoi.
Donc voilà, on nous remet, on nous donne une étiquette de complotiste et puis c'est fini, quoi. Moi, je perds des clients aussi, parce que bon, moi, ça fait 3 ans que je parle que de ça. Quand les gens me parlent de projet, moi, je leur parle de ça. Moi, je leur dis, le futur, il faut arrêter de penser au futur. Tout va s'écrouler. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Mais c'est dur, hein, parce qu'ils sont comme ça. Ils pensent et la retraite, ils pensent à droite, à gauche, alors que non, il faut penser maintenant, c'est l'instant présent. Bon, écoutez, j'espère quand même que, en tout cas, je suis même sûr que beaucoup, effectivement, se posent des questions comme vous et réagissent aussi. Encore une fois, chacun réagit comme vous. Moi, je ne prends pas parti sur le fond, vaccination ou pas vaccination. Ce que je prends parti, c'est qu'on s'enquête, on se demande ce qui se passe, qu'on ait l'esprit critique, qu'on regarde tous les avis et qu'on se fasse sa propre opinion. Oui, voilà, c'est votre vie, c'est vous qui choisissez votre vie, personne d'autre. Bien sûr, bien sûr, voilà. Bien sûr. Emmanuel Darl. Oui, alors la responsabilité des médias, elle est énorme, hein, dans cette affaire, puisque on a véritablement assisté à une véritable, en tout cas, censure. Hein. On a censuré les chercheurs qui osaient porter une voix dissidente. Que ce soit, on a tenté de les décrédibiliser, je rappelle aussi que les auditions de la commission d'enquête parlementaire sur les effets secondaires, les auditions ne sont toujours pas publiées. Les auditions de Christine Coton, toujours pas. Que ce soit les associations de victimes. Parce qu'au Sénat, il y a eu plusieurs auditions. Oui, tout à fait. Il y a eu, on a été auditionné avec Vincent Pavant. Il y a eu l'audition de Christine Coton, de plusieurs collectifs comme Vérité France, mais elles sont toujours pas publiées. Et puis il y a cette omerta dans les médias, justement pour tenter de décrédibiliser toute forme de voix dissidente et notamment décrédibiliser des chercheurs. Sans aucun argument scientifique, et ça pose vraiment la question aussi de l'indépendance et de la neutralité des médias aussi. Alors justement, moi je voudrais qu'on revienne peut-être expliquer aux auditeurs résistants de Sud Radio, au fond, qu'est-ce que c'est que la science? Parce que vous avez vu que des gens qui disent moi j'ai pris, effectivement, je suis vacciné, mais parce que je crois à la science. Et ceux qui ne se vaccinent pas, ce sont des anti-scientifiques. Et voilà, et c'est la querelle. Moi, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est quoi? Comment on peut? Il faut qu'on reprenne. La science, c'est pas une religion, c'est pas des textes sacrés, c'est pas une vérité révélée qui ne bouge pas. Hein, je veux dire, sinon on sera encore avant Pasteur. Comment peut-on, vous êtes chercheuse au CNRS, vous-même, Emmanuel Darl et d'autres, comment définir ce qu'est une science, ce qu'est un mouvement scientifique, ce qu'est une création scientifique? Alors, c'est une vaste question. C'est vrai, c'est quoi la science? C'est la question, c'est le questionnement, c'est la discussion, c'est la recherche permanente. Parce qu'il y a les faits aussi, à un moment donné, il y a les faits. D'abord, la science, je crois qu'on pourrait, si on devait le résumer en quelques mots, ça serait d'abord l'art de douter. Puisqu'il n'y a pas de vérité, comme vous l'avez dit, à un instant T, et puis finalement, peut-être certaines vérités scientifiques à un instant T ne sont plus valables à un instant T plus 1, puisque la connaissance évolue. Mais je pense que ce qui différencie la science et le scientisme, c'est aussi la transparence, la reproductibilité. Montrer justement, quand on arrive à un résultat, montrer ouvertement et de façon reproductible par les pairs comment on y arrive. Si c'est un fait, ça doit être reproduit, effectivement, en laboratoire ou ailleurs. Hein, tout à fait. Il ne doit pas y avoir de fraude. Il doit y avoir une méthodologie rigoureuse. Et donc voilà, je pense que... Et en fait, vous avez l'impression que beaucoup de gens n'ont pas observé, en France ou dans le monde, ce protocole-là. Bon, alors il y a eu l'affaire Lancetgate, et puis il y a eu aussi l'article du pass sanitaire de Bozzetilla, co-signé par Simon Cochemez de l'Institut Pasteur. Alors c'était quoi? Rappelez l'affaire du pass sanitaire. On a beaucoup parlé du Lancet, mais rappelez l'affaire du pass sanitaire. Ouais. Alors ça a été le 12 fois plus, qui s'appuie sur un modèle de simulation en fait de type SIR, susceptible, infecté, rétabli, qui est un modèle épidémiologique utilisé notamment par Niles Ferguson. Et on s'aperçoit notamment dans le jeu d'équations que les auteurs, en fait,
ajoute des choux à des carottes pour aller calculer des poireaux. Enfin, pour résumer les choses, le système d'équation n'a pas d'unité homogène en fait. Quand vous faites des Et donc Vincent Pavant, un peu quoi. Tout à fait. Et puis alors, on avait demandé avec Vincent Pavant notamment, qui est à l'origine de la critique de cet article. Les données et le code de simulation. Et au départ, les auteurs refusaient de les fournir. Donc ça posait question. Et puis après, quand on les a obtenus, Vincent Pavant s'est largement penché sur cette question. Et ce qui a conduit d'ailleurs à déposer une plainte pour faux et usage de faux. Ah oui, carrément, qu'il a déposé. Tout à fait. C'était à l'origine, d'imposer le pass sanitaire sans lequel on ne pouvait strictement rien faire. Mais quand vous arrivez, alors c'est à la chercheuse quand vous arrivez à ce qu'un Jean Castex, le Premier ministre, disait attention, vous pourrez consommer un café dans les bars ou ailleurs assis, mais pas debout. Mais moi ça m'a posé une question presque sociologique, j'allais dire zoologique, sociologique, et debout évidemment vous voyez ce qui est très gros, mais quand vous êtes assis, le virus ne passe pas en dessous de 1,50 m. C'est quoi ça? Alors moi, j'ai pas de mots. C'est pour moi, là, on n'est pas dans la science, clairement. Mais comment les gens ont pu écouter ça sans réagir? C'est ça la question aussi. Parce que je pense que ils ont été beaucoup manipulés, comme on l'a dit tout à l'heure. À un moment donné, mais je crois qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont quand même rigolé. Il y a eu plusieurs infographies qui ont circulé avec le virus qui passait au-dessus de la tête. Enfin, c'était quand même ubuesque. On a assisté comme ça à des mesures qui étaient totalement incohérentes. Et toutes les personnes qui dénonçaient ces incohérences ont été taxées de complotistes. C'est juste de remettre du bon sens. Et la science, c'est avant tout aussi beaucoup de bon sens. C'est clair, c'est clair. La science est aussi beaucoup de bon sens. Et je crois qu'effectivement, il faut avoir beaucoup de bon sens pour ne pas toucher à nos enfants. Ce que vous avez écrit, Emmanuel Darl. Et encore une fois, vraiment, soyez alertez non seulement les bébés, mais alertez aussi les parents. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. Et merci à Emmanuel Darl pour son livre « Ne touchez pas à nos enfants, masques, mesures sanitaires, vaccins anti-Covid-19, l'impact chez les enfants », édité chez Books on Demand. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaye. À tout de suite sur Sud Radio.